Dans une époque marquée par la compétition, la pression sociale et la méfiance généralisée, influencer autrui est devenu un exercice délicat. Les conseils logiques, les critiques constructives, les offres sincères de coopération sont souvent rejetés avec froideur ou agressivité. Pourquoi? Parce qu'ils activent souvent sans le vouloir, une défense inconsciente, celle de l'opinion que chacun se fait de lui-même. Dans le chapitre 7 de Les lois de la nature humaine, intitulé « Adoucissez la résistance des gens en confirmant leur opinion d'eux-mêmes », Robert Greene expose un principe fondamental. Pour persuader efficacement, il faut cesser d'attaquer l'identité de l'autre. Au contraire, il faut la valider. Toute tentative d'influence qui remet en cause l'autonomie, l'intelligence ou la valeur morale de l'autre provoque une résistance instinctive. Ce chapitre, riche en exemples et en stratégies, nous invite à repenser notre manière de communiquer. Loin de la manipulation ou de la flatterie creuse, il s'agit ici de développer une forme d'influence à la fois efficace, subtile et éthique. Nous verrons d'abord comment fonctionne ce mécanisme de résistance, puis les stratégies que Greene propose pour le contourner, avant d'en tirer les leçons philosophiques et pratiques pour notre vie sociale. Robert Greene part d'un constat psychologique simple mais puissant. Chaque être humain se forge une image intérieure de lui-même. Cette image repose sur 3 piliers essentiels: l'autonomie, je suis libre; l'intelligence, je suis capable; et la moralité, je suis quelqu'un de bien. Cette construction souvent inconsciente sert de fondement à l'estime de soi et à la stabilité psychologique. Toute tentative de remise en question de ces croyances est perçue comme une menace existentielle. C'est pourquoi les critiques, même fondées, sont si souvent rejetées ou retournées contre leur émetteur. En réalité, nous ne défendons pas des idées, mais notre sentiment d'intégrité. Toucher à l'opinion qu'un individu a de lui-même, c'est déclencher un mécanisme de défense automatique. Greene identifie 3 réponses typiques à une tentative d'influence. L'attaque involontaire, en critiquant, en donnant un conseil non sollicité, en faisant preuve de supériorité, on suscite une fermeture immédiate. La neutralité, une communication factuelle ou distante échoue à impliquer l'autre. La confirmation, en validant la perception qu'a une personne d'elle-même, on abaisse ses défenses et on ouvre la voie à la persuasion. L'exemple du général George McClellan est illustratif. Adulé par ses soldats, il entretenait leur fierté d'eux-mêmes et leur loyauté. Lincoln dut apprendre à composer avec son ego pour maintenir l'unité du commandement, non en l'affrontant frontalement, mais en validant ses qualités apparentes. La résistance que l'on observe chez les individus n'est pas toujours consciente. Elle trouve souvent sa source dans des blessures narcissiques anciennes, dans des humiliations passées ou dans des peurs mal identifiées. Ainsi, une remarque anodine peut réveiller une angoisse ancienne de rejet ou d'incompétence. Greene insiste sur le fait que même les personnes les plus puissantes ou les plus sûres d'elles ne sont pas à l'abri de ces réflexes défensifs. En réalité, plus l'image publique d'un individu est forte, plus elle est fragile intérieurement. C'est pourquoi l'influence véritable ne passe pas par la confrontation, mais par la compréhension subtile de ces mécanismes profonds. Avant toute tentative d'influence, il est essentiel de rassurer l'interlocuteur. Un être humain qui se sent jugé, menacé ou infantilisé ne coopérera jamais librement. Greene recommande de créer un climat relationnel fondé sur la bienveillance, l'humour et l'écoute active. Il souligne même l'effet symbolique d'un contact physique léger, une poignée de main chaleureuse, une tape amicale sur l'épaule, comme élément de désarmement psychologique. Le langage corporel, la voix posée, l'attention sincère sont ici aussi importants que les mots. La première valeur à préserver chez autrui est le sentiment d'autonomie. Toute tentative de contrôle direct, insistance, chantage émotionnel, directive sèche provoque une réaction de résistance. Greene recommande au contraire de toujours laisser le choix apparent, voire de suggérer plutôt que de demander. Il évoque la célèbre anecdote de Tom Sawyer, qui amène ses camarades à peindre une clôture en les convainquant que c'est un privilège. Cette stratégie repose sur l'art de rendre désirable ce que l'on souhaite transmettre, en passant par la valorisation du libre arbitre. La validation intellectuelle est un levier extrêmement puissant. Plutôt que de corriger ou d'imposer une solution, il s'agit de poser des questions qui amènent l'autre à trouver lui-même la réponse. Demander conseil, suggérer subtilement que l'idée vient de lui, ou encore saluer sa perspicacité permet de stimuler la collaboration. Greene cite ici l'exemple de Disraeli, qui flattait l'intelligence de ses interlocuteurs pour mieux les amener à ses positions. En activant le sentiment moral de l'individu, le désir d'être utile, juste, courageux, on renforce l'engagement. Il ne s'agit pas de culpabiliser, mais d'inviter à voir l'action comme une expression de noblesse personnelle. Cette stratégie transforme une décision rationnelle en geste valorisé. Elle peut être utilisée dans les projets collectifs, les levées de fonds ou les appels à la solidarité. On ne demande pas un effort, on propose un acte honorable. Parfois, la meilleure manière de faire agir une personne est de lui laisser croire qu'elle agit contre votre volonté.
Green rapporte une anecdote issue de la thérapie stratégique. Un proviseur obtient d'un élève récalcitrant qu'il se réinscrive, non en le convainquant, mais en l'invitant à prouver qu'il est incapable de tenir une scolarité. Ce paradoxe, bien utilisé, redonne à l'interlocuteur le pouvoir de décision et le pousse à s'engager pour contredire l'image qu'il croit que vous avez de lui. Ces stratégies reposent sur une connaissance fine de la psychologie humaine. Elles ne cherchent pas à manipuler, mais à faciliter l'adhésion en respectant l'image que chacun veut préserver de lui-même. L'influence, lorsqu'elle repose sur la validation de l'autre, devient plus qu'un outil, elle se transforme en art relationnel. Green nous met en garde contre les tentatives de manipulation grossière, qui peuvent produire un effet contraire à celui recherché. L'influence véritable ne consiste pas à forcer, mais à guider en douceur, à mettre en lumière ce que l'autre veut déjà croire ou accomplir. C'est une démarche qui demande tact, écoute et patience. Cette manière d'agir, loin d'être immorale, est en réalité profondément respectueuse. Elle suppose de comprendre les fragilités de chacun, non pour en profiter, mais pour ne pas les heurter inutilement. Le véritable pouvoir relationnel repose sur la capacité à renforcer l'estime de soi d'autrui, et non à la diminuer. C'est ce qui rend cette approche durable, car elle construit de la confiance plutôt qu'elle ne suscite la méfiance. Green invite également à un travail sur soi. Car nous sommes tous sujets à la défensive. Reconnaître cette tendance en nous, c'est déjà apprendre à la désamorcer. En développant une conscience plus souple de notre propre identité, nous devenons moins rigides, plus aptes à écouter des opinions contraires, à évoluer, à nous ouvrir. La figure de Socrate illustre cette attitude. Conscient de son ignorance, il s'expose à tous les discours, questionne, doute, mais n'impose jamais. Cette posture, faite d'humilité active, permet de grandir sans se sentir menacé. En cessant de défendre notre image à tout prix, nous devenons paradoxalement plus influents, nous donnons confiance, parce que nous ne cherchons pas à dominer. Enfin, Green montre que cette approche produit un double effet. En validant l'autre, on provoque chez lui une ouverture qui favorise la réciprocité. L'influence devient alors mutuelle, fondée sur la coopération plutôt que sur la domination. C'est un cercle vertueux. Plus on respecte l'opinion que l'autre a de lui-même, plus il respecte la nôtre. Ce changement de posture transforme nos relations quotidiennes en famille, au travail, en politique, en espace de croissance plutôt qu'en lieu de conflit. L'influence n'est plus une conquête, mais un dialogue, une danse, un jeu subtil d'interactions humaines. Le 7e chapitre de Robert Greene nous éclaire sur une vérité souvent négligée. L'être humain résiste non à l'idée, mais à l'atteinte portée à son image de soi. En comprenant ce mécanisme et en le respectant, nous découvrons une autre voie, influencer non en forçant, mais en accompagnant. En confirmant à l'autre qu'il est libre, intelligent, digne, nous le rendons réceptif au changement, à l'alliance, à l'action commune. Loin d'être une stratégie de manipulation, cette approche repose sur une forme d'éthique relationnelle, celle qui place la dignité psychologique au centre de la communication. En validant l'opinion que l'autre a de lui-même, nous l'aidons à agir avec cohérence, sans ressentiment, et souvent avec reconnaissance. Plus encore, ce type d'influence transforme nos propres comportements. Il nous invite à abandonner l'agressivité, la supériorité morale ou le désir d'avoir raison. Il nous rend plus à l'écoute, plus attentifs, plus intelligents humainement. En ce sens, comprendre la loi de la défensive ne nous apprend pas seulement à convaincre, cela nous apprend à vivre ensemble avec finesse, respect et efficacité. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!